Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Ben qui a une addiction au jeu. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons jamais attacher notre bonheur aux choses extérieures. Notre maison, notre argent, notre réputation, car tout cela peut nous être retiré en un instant. Mais Ben, lui, a fait l'erreur inverse. Il a cru qu'il pouvait contrôler le hasard et manipuler le destin pour obtenir plus. Imaginez la scène. Pendant que sa femme, Véronique, pensait bâtir une citadelle de sécurité pour leur famille, Ben détruisait les fondations mêmes de leur vie. Il a trahi son libre arbitre pour devenir l'esclave d'une impulsion. Il a vidé leurs économies, volé l'avenir scolaire de leurs enfants et fini par hypothéquer leur maison en secret. Il a confondu le podium du gain facile avec la réalité de la vertu. Le moment de vérité arrive dans la banalité la plus totale. Ben est sous la douche. Pour lui, le monde semble encore intact. Mais à l'extérieur, le téléphone sonne. Véronique décroche et la réalité frappe comme la foudre. Ils n'ont plus rien et leur maison sera saisie. Le stoïcien Épictète nous dit que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Pour Véronique, c'est un séisme. Pour Ben, c'est la fin du mensonge. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'addiction transforme un homme libre en esclave, et comment, face à un champ de ruines, on peut tenter de retrouver la clarté nécessaire pour survivre. Dans le stoïcisme, l'homme libre est celui qui reste maître de ses désirs et de ses aversions. Ben, au début de son addiction, a ouvert une brèche irréparable dans sa citadelle intérieure. Pour un stoïcien, le vice ne commence pas par un acte grave, mais par une erreur de jugement. C'est le moment précis où l'on n'accorde plus de valeur à une chose extérieure. Le gain d'argent, l'excitation du jeu, qu'à sa propre intégrité. Ben a cessé d'écouter sa raison, cette boussole qui nous dicte ce qui est juste, pour devenir le serviteur d'une émotion toxique, l'espoir irrationnel. Le stoïcisme nous apprend à voir le monde tel qu'il est, mais Ben a commencé à le voir tel qu'il le désirait. Chaque mise était une tentative de nier la réalité de ses pertes. En se disant « je vais me refaire », il a tué sa capacité de jugement, pro-hérésie. Il a confondu le possible avec le probable et le hasard avec la maîtrise. Marc Aurèle utilisait une image puissante. Ne sois plus le jouet de tes instincts comme une marionnette agitée par des fils. C'est exactement ce qu'est devenu Ben. Chaque fois qu'il cliquait sur un pari ou franchissait la porte d'un casino, il ne contrôlait plus rien. Ce n'était pas son « moi rationnel » qui agissait, mais un circuit de dopamine court-circuité par l'addiction. Les fils de la marionnette étaient tirés par l'adrénaline de la mise et la peur de la perte. Il pensait poursuivre la richesse, cette promesse de liberté, mais il fuyait en réalité sa propre impuissance. Plus il pariait pour reprendre le contrôle, plus il s'enfonçait dans la servitude. En perdant la maîtrise de ses désirs, Ben a perdu sa liberté bien avant de perdre son argent. Pour Épictète, la seule chose qui nous appartient vraiment est notre volonté. En la livrant au jeu, Ben s'est dépossédé lui-même. Le drame ici n'est pas seulement dans le compte bancaire vide ou le solde qui affiche 0. Il est dans la liquidation de son caractère. Chaque mensonge à Véronique pour couvrir une perte, chaque détournement des économies familiales était un coup de pioche dans les murs de sa propre dignité. Lorsqu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus un homme souverain, mais un esclave en sursis dont la survie dépendait du prochain tirage. La citadelle intérieure est un refuge contre le sort, mais Ben a choisi de l'habiter avec son ennemi. Il a transformé son esprit en un lieu de chaos où le calme n'existait plus. L'eau de la douche qui coulait sur lui au moment où le téléphone sonnait est le symbole de cette tentative désespérée de laver une conscience déjà encrassée par des mois de trahison silencieuse. Il était déjà en prison dans sa propre tête,
bien avant que la banque ne vienne saisir les murs de sa maison. Dans la vision stoïcienne, l'être humain n'est pas une île. Nous appartenons à une communauté, et nos cercles d'appartenance les plus proches, notre conjoint, nos enfants, sont ceux envers qui nous avons les devoirs les plus sacrés. Ben, en s'attaquant à l'épargne scolaire de son enfant, a commis un acte qui brise la sociabilité naturelle, ce lien qui nous unit au reste de l'humanité. Pour Épictète, chaque rôle que nous jouons, père, mari, citoyen, nous dicte nos devoirs. Être père, c'est être le gardien du futur de son enfant. En puisant dans cet argent, Ben a trahi sa fonction. Il a cessé de voir son enfant comme un être à protéger pour le transformer, dans son esprit malade, en une source de financement. Le stoïcisme appelle cela l'aliénation. Ben a perdu de vue la nature même de son rôle. L'épargne n'était plus un outil pour l'éducation, mais une simple pile de jetons. Ben s'est sans doute raconté le mensonge le plus courant des addicts. Je vais emprunter cet argent, gagner, et le remettre avant que quiconque ne s'en aperçoive. Pour un stoïcien, c'est une folie. La vertu ne dépend pas du résultat, gagner ou perdre, mais de l'intention. Dès l'instant où sa main a touché cet argent, le crime était commis. Il a parié avec l'avenir de son fils sur des événements qui ne dépendaient pas de lui. Il a sacrifié le nécessaire, l'éducation, pour le superflu, le frisson du jeu. Le concept d'Ouakeyosi est l'instinct qui nous pousse à prendre soin de ce qui nous est proche. Ben a inversé cet instinct. Normalement, un parent est prêt à mourir pour assurer la survie de sa progéniture. Ici, Ben tue symboliquement les chances de réussite de son fils pour survivre émotionnellement à sa propre angoisse. Sa citadelle intérieure est si dévastée qu'il ne peut plus voir la frontière entre ses biens et ceux de son enfant. La honte qu'il ressentait probablement a été étouffée par le besoin compulsif, prouvant que sa raison était totalement hors service. Le stoïcisme considère que la justice est la base de toute vie commune. Voler son propre enfant est l'acte d'injustice suprême, car il s'agit d'un abus de confiance sur une personne vulnérable qui n'a aucun moyen de se défendre. Ben n'a pas seulement volé des chiffres sur un compte bancaire, il a volé la sécurité psychologique de sa famille. Il a brisé le pacte invisible qui fait qu'une maison est un foyer et non un terrain de jeu. Si l'argent de l'enfant était une faute morale, l'hypothèque de la maison est le coup de grâce porté à la réalité. Dans cette étape, Ben franchit la frontière finale entre l'erreur et la déchéance totale. Pour un stoïcien, c'est le moment où l'homme perd son hégémonicon, son centre directeur, pour devenir un agent du chaos. Le stoïcisme nous demande de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. La maison est ce qu'on appelle un indifférent préférable. Elle n'est pas nécessaire à la vertu, mais elle est le socle de la vie familiale. Ben a pris ce socle et l'a jeté dans le feu du hasard. En hypothéquant la maison en secret, il a parié sur des événements extérieurs, les résultats d'un jeu, pour sauver un bien matériel. Il a oublié que la seule chose qui valait la peine d'être sauvée était son intégrité. Sénèque disait que toute cruauté naît de la faiblesse. Le mensonge de Ben est une forme de cruauté envers Véronique. Pour maintenir l'illusion d'une vie normale, il a dû construire un labyrinthe de faux-semblants. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il voyait des murs qui ne lui appartenaient plus, mais il faisait comme si. Cette dissonance cognitive est l'opposé de la vie en accord avec la nature. Ben vivait dans une fiction, et plus la fiction était grande, plus sa chute intérieure était profonde. Il n'était plus un mari, il était un acteur jouant le rôle d'un mari dans une maison déjà vendue au destin. La justice, pour les stoïciens, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. En disposant seul d'un bien commun, Ben a commis une injustice radicale. Il a agi comme si Véronique n'existait pas,
comme si ses droits et sa sécurité n'avaient aucune valeur face à son besoin de jouer. Il a rompu le contrat social du mariage. Dans sa quête désespérée pour se refaire, il a piétiné la dignité de sa partenaire, la transformant en une victime collatérale de sa propre guerre intérieure. Ben est devenu l'esclave de la fortune, la chance. Les stoïciens représentent souvent la fortune comme une roue qui tourne sans fin, écrasant ceux qui s'y attachent. En hypothéquant la maison, Ben s'est attaché de toutes ses forces à cette roue. Il a cru qu'il pouvait forcer la chance à lui obéir. C'est l'orgueil, l'hubris, poussé à son paroxysme. Il a troqué la paix de l'esprit contre l'angoisse permanente du joueur, qui sait que le couperet peut tomber à chaque instant. Il ne possédait plus la maison, c'est la dette qui le possédait. C'est ici que la tragédie atteint son point de rupture. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité est comme la lumière du soleil. Elle peut être cachée par des nuages pendant un temps, mais elle finit toujours par percer. Pour Ben et Véronique, ce moment arrive dans une banalité déconcertante. Ben est sous la douche. L'eau qui coule est un symbole puissant. C'est un moment de vulnérabilité, mais aussi une tentative inconsciente de se laver de ses fautes. Dans cette cabine étroite, il se sent peut-être, pour quelques minutes, protégé du monde. Mais à l'extérieur, le feu de la réalité s'apprête à tout dévorer. Le stoïcien Marc Aurèle disait que nous devons être comme le promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Ici, c'est Ben qui est le flot agité, et c'est la réalité qui est le rocher immobile. Le téléphone qui sonne est le messager de la fortune. En une fraction de seconde, le monde fictif que Ben a construit avec tant d'efforts s'évapore. Véronique décroche. Ce n'est pas seulement un appel de la banque ou d'un créancier. C'est la voix du réel qui vient réclamer son dû. Le stoïcisme distingue ce qui est caché de ce qui est vrai. Le secret de Ben était une construction mentale. La saisie de la maison est un fait physique. Le voile se déchire, et la lumière crue de la vérité frappe Véronique de plein fouet. Pour Véronique, ce n'est pas seulement une nouvelle financière, c'est une épiphanie brutale. Elle apprend deux choses simultanément. La perte matérielle, l'argent, la maison. La perte morale, la trahison de l'homme qu'elle aime. Pour un stoïcien, c'est le moment de l'épreuve suprême. Épictète dirait « Ce n'est pas le téléphone qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur ce qu'il annonce. » Pourtant, la trahison est si profonde qu'elle touche à l'essence même de leur lien. La citadelle de leur couple n'a plus de mur. Quand Ben sort de la douche, il ne sort pas seulement de l'eau, il sort de son mensonge. Il n'y a plus nulle part où se cacher. La nudité de Ben à ce moment-là est aussi symbolique. Il est dépouillé de ses excuses, de ses secrets et de sa dignité. Le face-à-face qui suit n'est pas une dispute ordinaire. C'est la confrontation entre une femme qui vient de perdre son sol et un homme qui vient de perdre son masque. La réalité a repris ses droits. Le rideau est tombé. Le mensonge a été consumé par la vérité. Dans cette dernière étape, nous ne sommes plus dans le drame de l'addiction, mais dans l'éthique de la survie. Pour le stoïcien, c'est ici, au milieu des décombres, que commence le véritable travail de l'homme. Ben sort de la douche et trouve sa femme pétrifiée. À cet instant, il ne peut plus fuir dans l'espoir d'un futur gain. Il est ramené de force dans le présent, le seul temps que nous possédons. Marc Aurèle disait « Le présent est la seule chose dont on puisse être privé ». Ben a tout perdu, mais il lui reste une chose, sa réaction face au désastre. Va-t-il encore mentir, s'effondrer dans la victimisation, ou va-t-il enfin posséder sa faute? Le stoïcisme ne demande pas d'effacer le passé, mais d'assumer la responsabilité absolue du moment présent.
Véronique est face à ce que les stoïciens appellent un indifférent malheureux, poussé à son paroxysme. Elle est ruinée par celui qui devait la protéger. Sa première réaction sera la douleur, mais la sagesse stoïcienne l'invite à ne pas y ajouter de la détresse inutile. Elle doit maintenant distinguer ce qui ne dépend plus d'elle, l'argent perdu, l'hypothèque signée, la trahison passée. Ce qui dépend d'elle, sa sécurité immédiate, la protection de son enfant et la décision de rester ou de partir. Elle doit transformer sa douleur en une action efficace. Pour elle, la citadelle ne doit plus être partagée avec un agent du chaos, à moins que celui-ci ne se transforme radicalement. Pour Ben, la reconstruction ne passe pas par la récupération de l'argent. Le stoïcisme lui enseigne l'amor fati, l'amour du destin. Il doit accepter la saisie de la maison, la honte publique et la colère de sa femme non pas comme des tragédies, mais comme les conséquences naturelles et nécessaires de ses actes. C'est le prix de sa liberté retrouvée. En acceptant de payer le prix fort, il cesse d'être une marionnette pour redevenir un homme. Il doit apprendre que la pauvreté matérielle est préférable à la corruption de l'âme. Le champ de ruines est, paradoxalement, le seul endroit où l'on peut construire quelque chose de solide. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de place pour le mensonge. Si le couple doit survivre, ce ne sera pas sur la base de promesses, mais sur la base d'une discipline quotidienne, l'ascésie. Le pardon, dans une perspective stoïcienne, n'est pas une émotion faible qui oublie tout. C'est un acte de raison qui décide de ne pas laisser le passé empoisonner le futur, à la seule condition que le coupable travaille chaque jour à redevenir un être humain digne de confiance. Ne sois pas l'ancre de son bateau qui coule. Tu as un devoir envers toi-même et ton enfant, la prosochait. Si Ben refuse de se soigner et d'affronter la vérité, ton devoir est de t'éloigner pour protéger ce qui peut l'être. Détache ta valeur de ses échecs. Sa trahison est le reflet de sa maladie intérieure, pas de ton insuffisance. Ta dignité est intacte, même si ton compte en banque est vide. Ben doit accepter de vivre sous une surveillance totale de ses finances. Ce n'est pas une punition, c'est une prothèse pour sa volonté défaillante. L'addiction est un muscle de vice. Il faut entraîner chaque jour le muscle opposé, la discipline. Sans un travail profond sur le caractère, thérapie, philosophie, groupe de soutien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Regardez la vérité en face. Ne cherchez pas à sauver les apparences devant les autres. La honte est un indifférent. Seule la guérison compte. L'histoire de Ben et Véronique n'est pas seulement celle d'une ruine financière. C'est le rappel brutal que notre plus grande possession n'est ni notre maison, ni notre argent, mais notre libre arbitre. Ben a perdu sa liberté le jour où il a laissé une impulsion devenir son maître. Véronique a perdu sa sécurité le jour où elle a confié sa tranquillité d'esprit à quelqu'un qui ne se possédait plus lui-même. Mais le stoïcisme nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa citadelle intérieure. Le premier pas vers la liberté, c'est la vérité. La fin du mensonge est le début de la guérison. Si vous vous reconnaissez dans le combat de Ben, sachez que chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la raison plutôt que l'instinct, la discipline plutôt que le hasard. Le silence et le secret sont les meilleurs alliés de l'addiction. Ne laissez pas le mur du mensonge s'épaissir jusqu'à ce qu'il s'effondre sur ceux que vous aimez. Si tu connais quelqu'un qui est addict au jeu, partage cette vidéo avec lui. Ce n'est peut-être qu'un simple clic pour toi, mais pour lui, cela pourrait être l'appel au réveil, le moment où il décide enfin de sortir de la douche, d'affronter la réalité et de redevenir l'homme libre qu'il est né pour être. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet enseignement.